S'il y a deux choses que j'aime particulièrement, c'est les classements et le cinéma. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de mixer les deux en faisant un fameux top de fin d'année et je vais pas m'en priver. En effet, 2023 a été une magnifique année de cinéma. J'ai pu voir 120 films sortis cette année. De grosses sorties comme des films un peu plus underground, et malgré le fait qu'aucune œuvre n'ait parvenu à décrocher la fameuse récompense du 5 étoiles, j'ai découvert tellement de belles choses, si bien que j'aurais aimé faire une vidéo plus longue et faire un top 20. Mais bon, je dois me faire violence, et pour le bien de la vidéo, je ne vais pas pouvoir parler de tous les films que j'apprécie. Du coup, je ne parlerai pas de Wonka, véritable surprise de l'année, certes déconcertant au début à cause de ses chansons, mais bourré de bonnes intentions et d'un savoir-faire passionnant. Je ne parlerai pas non plus de John Wick 4, saga qui ne fait que monter en qualité au fur et à mesure de ses opus. Maîtrisé, magnifique et rythmé, le film est extrêmement agréable et affirme que le cinéma d'action reste du cinéma. Ce serait également dommage de ne pas aborder Monster, prix du scénario à Cannes 2023 et une nouvelle œuvre poétique de Koreeda. Le film est brillamment écrit, très émouvant et maîtrise ses personnages, nous faisons constamment changer d'avis sur son histoire. Je ne parlerai toujours pas de Devil Dead Rise, dernier volet de la saga, prenant une nouvelle direction tout en manifestant son amour à l'œuvre originale. Véritable film sanglant, il n'hésite pas à violenter généreusement ses personnages et à nous offrir un véritable film d'horreur. Et pour conclure, je ne parlerai pas de The Whale, nouvelle œuvre de Darren Aronofsky, extrêmement remarquée l'année dernière, notamment grâce à la performance de Brendan Fraser. Même si, à titre personnel, ce qui me passionne particulièrement dans le film, c'est la musique de Rob Simonsen, lancinante et criante de désespoir. Bref, nous voici aux portes du top 10 qui s'ouvre avec... And I'm going to bed. Babylone, nouvelle œuvre de Damien Chazelle après Whiplash et La La Land, deux films avec de réelles qualités de rythme qui m'ont séduit. Le film nous plonge dans Hollywood des années 20 et l'avènement du son au cinéma à travers le regard de trois personnages. Si j'aborde Damien Chazelle par le prisme du rythme de ses œuvres, c'est parce que le rythme frénétique de Babylone est extrêmement entraînant, avec ses longues scènes dans ses soirées auxquelles on a à la fois envie de participer et que l'on répugne également, car le film nous montre l'envers du décor de ce milieu. Et c'est encore pour moi l'occasion de mentionner la beauté du film absolument sublime de bout en bout. Mais regardez-moi cette technique, mon dieu, qu'on applaudit cette équipe caméra et machinerie, les plans sont bluffants pendant la majorité du film. Brillamment mené par ses acteurs, le film offre trois trames différentes, faisant passer les 2h40 de l'œuvre assez fluidement en enchaînant les points de vue. Et le film est drôle en plus, sans oublier d'être poétique. Bien que montrant la décadence de l'industrie, Babylone n'oublie pas néanmoins de louer ce médium auquel il appartient via des clins d'œil nombreux à Chantons sous la pluie d'abord, logique étant donné le contexte du film, mais finalement dans ce montage final, véritable explosion et déclaration du réalisateur. Malheureusement, le film souffre probablement du fait que je l'ai vu en janvier, et il n'a pas réussi à tenir face aux œuvres qui l'ont suivi. If two strangers walk by each other in the street, and their clothes accidentally brush, that means there have been 8,000 layers of inyan between them. Want you to stay. Want you to stay. Si je suis allé au festival du cinéma américain de Deauville cette année, c'est en partie motivé par la présence de Past Lives, film racontant la relation changeante entre deux amis après des séparations et qui constatent qu'ils auraient pu gagner à rester ensemble. Le film me narguait avec ses bonnes notes depuis quelques mois et je me réjouissais de le découvrir. Magnifiquement interprété, ce qui bluffe dans Past Lives, c'est à quel point il a compris la période dans laquelle il se trouvait et à quel point il est identifiable. Une des choses souvent ressorties à propos du film, c'est la cohérence des vidéos Skype de l'époque, ce qui peut sembler débile, je l'accorde, mais qui en réalité fait partie des choses difficiles à capturer et qui servent à identifier le monde et l'époque dans lesquelles vivent ces personnages. J'adore la façon dont le récit va nous immiscer dans la vie de ces personnages. Et ça dès la scène brillante d'exposition qui, déjà, pose les bases du film, se mettant du point de vue des figurants pouvant se demander quelle est leur relation entre ces trois personnages. La question est constamment explorée pendant le film et le spectateur va alors douter avec cette sorte d'amour impossible qui en est en réalité même pas un. Et ces personnages, je les comprends constamment. Je saisis le dilemme de ces personnages, la réalisation que l'on vit dans une vie complexe qui ne permettra jamais de tester l'intégralité des choses que l'on aimerait tester, et ce sentiment de se rendre compte de ce que l'on a perdu qui se joue dans chaque scène. Il est assez facile de comprendre et de s'attacher au sentiment de la protagoniste et de son ami, mais aussi surtout du mari qui est particulièrement sympa et qui n'est jamais un obstacle direct à la trame de l'histoire, ce qui serait un problème dans certains cas, mais qui permet ainsi d'éviter de surcompliquer l'histoire et de rester dans une subtilité berçante qui implosera dans un long plan séquence final déchirant et techniquement inspirant. Une véritable œuvre de cinéma qui ose faire simple pour frapper fort. Attends, c'est vraiment ça ma phrase de... L'enlèvement suit la conversion forcée d'un jeune garçon juif arraché à sa famille pour vivre dans une académie chrétienne après un baptême forcé. Je l'ai découvert en plein festival de Deauville et je l'admets, je m'attendais un petit peu à dormir.
Que nenni, le film m'a happé dès le début avec ses enjeux glaçants et sa cinématographie particulièrement aberrante tant le film est beau et je n'ai aucune idée de comment certains plans rendent aussi bien. Je n'avais pas joué les professionnels de l'histoire italienne, je n'ai aucune idée d'à quel point le film est fidèle à la réalité, mais il n'empêche que la tension qui ressort de cette histoire est particulièrement marquante, accentuée par ses musiques classiques orchestrales très puissantes et chaque scène est un véritable tableau. L'évolution du personnage principal est complexe et pose constamment la question de la confiance contre la manipulation, et de l'héritage aussi. L'histoire suit le combat de cette famille déchirée et amène jusqu'au climax qui prend aux tripes. Le film est souvent âpre mais parvient à emmener son spectateur dans les tréfonds d'une industrie dont il ne sortira probablement pas indemne. Phew, c'était épique, mais j'ai besoin de me détendre un peu. They deserve a shot at showing everybody how fucking cool they are. Let's go fuck up some football players. Que j'ai attendu Bottom et que je ne suis pas déçu. C'est l'histoire de deux lesbiennes qui vont fonder un fight club au sein de leur école afin de coucher avec les filles qui les intéressent, et rien que ce pitch d'une simplicité humoristique démontre pourquoi ce film est particulièrement génial. Il se base sur la stupidité de ces personnages qui utilisent la solution la plus compliquée à leurs problèmes et qui se font entrer dans une spirale qui va toujours de plus en plus loin. Ce qui pourrait être alors un coming of age assez plat se retrouve alors pris dans une spirale de films d'action qui coule toute seule vers le climax. Le film pousse alors les clichés au maximum de manière consciente et mesurée. Un exemple tout simple, l'antagoniste est un membre de l'équipe de sport et reste en tenue de sport tout le film, sans raison outre que montrer que c'est la seule chose qui caractérise. Il faut prendre du recul et accepter le décalage de l'univers. Les personnages, eux, sont tous particulièrement drôles et décalés, mais c'est ça qui rend le film attachant. C'est un film qui arrive à rendre heureux, notamment grâce à Rachel Sennott qui est absolument phénoménale, Ayoade Berry qui l'accompagne particulièrement bien, et personnellement j'adore le rôle et l'interprétation de Ruby Cruz. Ce film m'a fait beaucoup rire et c'est pourquoi il est aussi haut, un magnifique exemple de dialogue comique bien écrit sans oublier de faire de la mise en scène. On pourrait dire que le film m'a cassé la gueule, à part au fait qu'elles se battent et tout, genre dans le film. They will defame us and claim this was violence or vandalism, but this was justified. This was an act of self-defense. How to Blow Up a Pipeline parle d'une équipe de jeunes qui ont pour projet de faire exploser une canalisation de pétrole. Le film est haletant et très bien écrit. Constamment jonglant entre cette trame, le film envoie en continu des informations aux spectateurs, développant ses personnages et suivant leur projet de faire exploser cette canalisation. Il questionne constamment la morale de la situation sans oublier que ces personnages sont humains, ont leurs doutes et leurs moments de rire. En réalité, une bonne partie du film est cette espèce de cliché de film entre potes où tout le monde part en vacances pour camper. Sauf que là, ils vont faire exploser des trucs. Et c'est ça qui est passionnant, suivre leur cheminement de pensée et se rendre compte de l'image qu'ils ont d'eux comparée à l'image qu'on leur donne dans les journaux. En parlant d'image, la transition, elle est magnifique, au grain fort qui rappelle certaines scènes de documentaires filmés à la hâte et ainsi ancrant le film dans le réel, permettant d'être au plus proche de ces personnages, de vivre le film avec eux. Le film également fait des retours dans le passé, ajoutant du suspense à certaines scènes en nous coupant la fin d'action pour nous maintenir toujours en haleine. C'est un thriller qui maintient son histoire sur la durée courte, mais qui ainsi parvient à ne pas s'essouffler et à conclure de manière spectaculaire. Ah, on a déjà fait la moitié du classement. Bon, alors laissez-moi prendre une note et... Wow, alerte, un film Marvel s'est glissé dans le top de l'année. Virez-moi cet imposteur et ramenez-moi le bon... Oh. Bon bah, faites-le revenir, je suppose. Bon, voilà un sujet compliqué. Vous vous souvenez quand en 2019 on allait voir un film Marvel et que c'était un bon moment ? Est-ce que c'est à nouveau le cas ? Est-ce que le No Man's Land de 4 ans est enfin fini ? Marvel est-il à nouveau... Ah non. Plus sérieusement, il a fallu 4 ans pour que Kevin Feige se dise qu'il serait intéressant de laisser ses auteurs réellement ajouter leurs pattes à leurs films et pas seulement mimiquer leurs anciennes créations. J'aime beaucoup Les Gardiens de la Galaxie, mais ce dernier volet affirme complètement la trilogie et est même mon film préféré de tout le MCU. Le film n'hésite pas une seconde à laisser un peu de côté l'humour pour avoir une véritable trame dramatique avec des scènes très marquantes et surtout impactantes. Magnifique visuellement, le film est un outsider dans Marvel, car il arrête de désacraliser ses héros, de les rendre cool, et de se concentrer à les rendre intéressants. Cela dit, l'humour est toujours bien présent, la nouvelle relation entre Quill et Gamora à l'espace d'un comique efficace, et Drax et Nebula sont toujours décalés. Mais ça n'empiète, j'ai écrit Naboula, c'est... Les Drax et Nebula sont toujours décalés, mais ça n'empiète jamais sur l'impact émotionnel. Et de l'impact émotionnel, ce film en a des tonnes. L'arc de Rocket, évidemment, est absolument maîtrisé et c'est vraiment une magnifique idée tant le personnage est aimé par les fans. Et c'était un choix particulièrement risqué vu les thèmes que cet arc traite et leur décalage dans l'univers habituel qui traverse ce genre de film. Mais le moment qui m'a vraiment pris, moi, c'est cette scène. Everybody down on the floor or we blow your brains out. Hey, we don't want any... Oh my god! Come on! Would you please stop doing that?
Du sang et des cris, depuis quand n'avons-nous pas vu ça dans un Marvel? Un véritable impact et une véritable violence, les super-héros c'est violent et ça James Gunn l'a compris. Le film est plus calme que The Suicide Squad, l'œuvre qu'il avait réalisée chez DC mais comporte quand même la patte de son réalisateur. Le volume 3 des Gardiens de la Galaxie est un film agréablement surprenant et qui montre que le cinéma de super-héros est un véritable cinéma. Et heureusement, ce n'était pas le seul cette année. Everyone keeps telling me how my story is supposed to go. Nah, I'm gonna do my own thing. All stations, stop Spider-Man. You? What, me? Évidemment que Spider-Man Across the Spider-Verse serait dans ce top. La suite du film d'animation le plus important de la décennie qui a révolutionné le cinéma d'animation et de super-héros. Devinez quoi, la suite est encore meilleure. Évacuons ce qui est déjà évident, l'animation est phénoménale et pousse les limites de son médium encore plus loin. Il y a des idées d'animation qui n'ont jamais été vues dans le cinéma et le film est bourré de moments particulièrement remarquables. En outre, le multivers est une nouvelle fois magnifiquement bien exploité. Le film a compris son concept et on sent que les auteurs ont une liberté totale des parcelles qu'ils souhaitent explorer. Et ne me lancez même pas sur la musique. Bon Dieu, ce que le thème de Gwen Stacy est génial. Gwen Stacy dans le film est même génial. Son arc avec son père est particulièrement touchant et visuellement magnifique avec ses traits d'aquarelle qui changent de couleur en fonction de l'émotion de ses personnages. La relation entre Miles et ses parents également est superbement bien traitée et j'aime la dualité entre la figure paternelle traitée comme un enjeu et la figure maternelle aussi entre le soutien et le regret. L'écriture de l'antagoniste principal est par-dessus tout très impactante car il passe d'un personnage inoffensif et comique à une menace terrifiante. Ajouté à la constante tension couplée à ce sentiment d'exploration qui arrive dès que les personnages entrent dans ce hub de Spider-Man et le film culmine jusqu'à un twist final dont la mise en scène prend aux tripes. Certains ont critiqué le manque de conclusion mais personnellement ça ne me dérange pas réellement. Le film est magnifique de bout en bout et le seul gros défaut qui l'empêche de gravir les dernières marches de l'échelle est probablement son humour typique du personnage avec lequel j'ai eu du mal pendant le premier combat. Mais bon, ce n'est que du pinaillage face à cette expérience bluffante, bien que seulement en 4ème position qui est Spider-Man Across the Spider-Verse. Passons au podium avec Cocorico, un film français, enfin pas Cocorico le film avec Christian Clavier qui sort en 2024. C'est quoi pourquoi j'ai écrit une intro comme ça en fait? Bon, allez, le trailer. C'est un logiciel pour prendre le contrôle total d'un robot. On a bien vu ce que ça donne, des robots lâchés en liberté. Écartez-vous! Missile! J'arrive, Aline! C'est difficile d'expliquer avec des mots ce que j'ai ressenti à la sortie de la séance de Mars Express. Je veux dire, j'étais persuadé que ça allait être une belle expérience. Mais à ce point? L'intégralité du film m'a complètement désarçonné, brisant continuellement mon carcan critique, car tout ce que je pouvais prévoir tombait à l'eau et chaque retournement de situation m'a pris au cœur. Le film a pour moi la meilleure scène d'introduction de l'année, qui est au passage probablement ma scène préférée de l'année, car elle arrive en même pas une minute à te faire dire ok, c'est ce genre de film, avant d'enchaîner 3 minutes plus tard avec ok, c'est ce genre de film. Je n'arrive pas à décrire à quel point cette introduction au film arrive à m'expliquer son univers en seulement 5 minutes, arrive à me faire comprendre à quel point cet univers est avancé et comment ces personnages cohabitent avec ces technologies. Et je ne parle que des 5 premières minutes, mais le film est constamment intelligent, constamment drôle et vraiment adulte. L'animation est un médium, pas un support pour les enfants, et Mars Express l'a compris. L'animation d'ailleurs peut rebuter au début, elle paraît peu détaillée et peu fluide, mais elle agrippe le style âpre de la mise en scène et parvient finalement à donner du corps à l'œuvre. Mars Express est un film important pour le cinéma français de science-fiction et d'animation. Non, même le cinéma français tout court. Le film a fait un bid de box-office, c'est déprimant, mais c'était tristement prévisible. La seule chose qu'on peut espérer, c'est un César et un rachat sur une plateforme pour essayer de le faire décoller et peut-être atteindre la place qu'il mérite réellement. Et malgré tout l'amour que je porte au film de Jérémy Perrin, il est même pas top 1. Et en réalité, il est même pas top 2. Parce que le top 2, il est resté pendant plusieurs mois. Et le top 1, c'est un peu compliqué, on va en parler après. Déjà, on va passer au top 2. Ce film qui est resté pendant très très longtemps à la première position, pour une très très bonne raison. T'as pas pu les entendre s'ils parlaient calmement. J'ai confondu. T'as confondu. I'm innocent, you know that, right? C'est la Palme d'Or, c'est la Palme d'Or. Anatomie d'une chute est un film d'une écriture magistrale.
Véritable introspection au sein d'un procès d'une femme soupçonnée d'avoir tué son mari, ce film joue sur les points de vue de son histoire, racontant et re-racontant certaines scènes, en ajoutant des informations et en émettant de nouvelles théories qui changent constamment la perception du spectateur sur les faits qu'on nous avait pourtant au préalable admis. En changeant continuellement les versions de son histoire, Anatomie d'une chute entraîne le spectateur dans l'introspection de cette femme à la personnalité troublée et complexe, victime de son propre comportement et de la pression du carcan qui presse tout autour d'elle, interprétant pour certains son passé mais mettant en lumière des preuves concrètes pour d'autres. Anatomie d'une chute nous questionne constamment sur notre placement par rapport à ce que l'on sait, ce que l'on voit, ce que l'on devine, faisant de nous une part active du procès. À l'instar du procès Goldman, qui n'a malheureusement pas réussi à se frayer une place dans le top de l'année, Anatomie d'une chute rappelle que la justice est un endroit où l'on juge des personnes, dans le cas du film, une femme puissante, ouvertement lesbienne et avec des antécédents agressifs, plutôt que des faits. L'écriture est bien évidemment soulignée par une mise en scène qui arrive à ne pas prendre le pas sur son sujet en dramatisant trop son procès, sans pour autant seulement filmer l'action. Le tout est parfaitement mené par l'intégralité de son casting, Sandra Hüller en premier évidemment, mais aussi Milo Machado-Graner et cet avocat insupportable joué par Antoine Reinhardt. Anatomie d'une chute est dur, subjugant, long et intense et mérite cette palme d'or et cette première place au top de l'année. Enfin ça, c'était le texte de base, la conclusion originelle de ma vidéo. Sauf qu'il s'est passé quelque chose pendant que j'écrivais cette vidéo. Un peu d'insight sur ma méthode de travail, je regarde le trailer à chaque fois que j'écris une partie sur un film afin de me remettre dans le contexte du dit film. Et du coup, on va regarder ensemble un trailer. Alright, so I'm making like a little documentary. Oh, it's like a movie, but nobody has any lines and nobody even knows what it is while they're making it. No? Il n'a fallu qu'au trailer de Marcel the Shell 11 secondes pour me donner envie de revoir le film. Surtout, à la base, il était numéro 5, mais le fait de revoir le trailer, de me souvenir des émotions que j'avais ressenties devant cette œuvre, ça l'a propulsé de manière inopinée au sommet du classement. Et c'est ça l'immense puissance de Marcel the Shell, ce faux documentaire sur un coquillage séparé de sa famille qui veut retrouver les siens tout en vivant dans ce monde beaucoup trop grand pour lui. Absolument tout, du concept du film, dont je n'ai aucune idée de comment ils ont trouvé cette idée magnifique, à l'interprétation de Jenny Slate dans le rôle de Marcel, m'agrippe dans cette œuvre et me donne envie de la revoir. Ce film est charmant et fait remonter exactement les sensations que j'ai ressenties devant Toy Story. C'est ce genre d'œuvre où on a du mal à visualiser l'équipe derrière, le travail fourni, car elle semble être un peu à portée de tout le monde. Pourtant, la maestria du projet peut se ressentir dans chaque moment d'animation, chaque concept de la vie de ce petit personnage. Le film est très touchant et accessible, même si son concept le semble abstrait. Marcel est un personnage très fun, touchant et identifiable. Sa relation avec sa grand-mère est extrêmement touchante et brise le cœur, mais surtout immensément drôle. La personnalité de ces petits coquillages est extrêmement réussie et ils arrivent à découvrir le monde sans pour autant paraître comme des gros débiles. La caméra se place constamment en hauteur d'eux et nous vivons les obstacles avec les personnages. Nous découvrons des choses sous des angles différents et c'est particulièrement rafraîchissant. Il y a un sentiment d'exploration qui englobe le film, donnant envie de voir à chaque fois avec quelle ingéniosité Marcel va résoudre des problématiques de la vie, et là-dessus, le film est généreux et offre un véritable travail documentaire et une recherche crédible de possibles solutions avec toujours une pointe de fantaisie propre au film. J'aime aussi énormément la place qu'occupe Dean Fleischer-Camp, qui joue son propre rôle et qui réalise littéralement le documentaire dans le film, et qui reste donc en retrait pour filmer les expériences de Marcel avant de se rendre compte avec le public qu'il pourrait peut-être faire partie de quelque chose de plus grand. Le film aborde en plus la place des médias dans la vie des célébrités de manière intelligente, drôle, mais aussi un peu angoissante. Le film est juste absolument complet et inspirant, et j'ai envie de le revoir, ce qui est la preuve finale de sa qualité de long métrage. Voilà comment s'achève ce top. J'ai pas spécialement de choses à dire sur la fin, j'ai vécu une superbe année de cinéma, surtout en termes de cinéma français, et j'ai beaucoup d'attentes pour l'année 2024. Voilà, au revoir. Merde.